Bienvenue dans cet AI. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez amusant et qu'on a traité dans notre récent article. Pourquoi on adore se trahir entre amis? Enfin, dans les jeux de société, bien sûr. Ah oui, un sujet fascinant. Ces moments de coups bas, ces alliances qui volent en éclats, c'est souvent ça qui pimente nos soirées jeux, non? Tout à fait. C'est même parfois ce qu'on retient le plus. Alors, ça commence souvent avec cette idée de cercle magique, n'est-ce pas? Quand on joue, c'est comme si on entrait dans une autre dimension. C'est exactement ça. Une sorte de bulle, oui. Une bulle où les règles normales de la société sont un peu mises sur pause. Le mensonge devient une tactique, la trahison peut être un coup brillant. C'est ça. C'est un accord tacite, en fait. On accepte ces règles temporaires le temps de la partie. Et qu'est-ce qui nous pousse à faire ça psychologiquement? Dans l'article, on parlait de cheater's high. Oui, le Teeter's High, le petit frisson du tricheur. C'est cette excitation qu'on ressent quand on transgresse une règle, mais, et c'est crucial, sans les conséquences négatives du monde réel. Donc c'est un peu un exutoire. Exactement. Le jeu devient un espace sûr pour expérimenter des comportements, disons, un peu plus égoïstes ou manipulateurs qu'on ne se permettrait pas ailleurs. C'est une forme de catharsis, comme le disait un chercheur qu'on cite. C'est pas qu'on est mauvais, c'est qu'on joue un rôle. C'est vrai que ça défoule parfois, et cette trahison pour de faux, elle prend plein de formes différentes selon les jeux. Ah oui, absolument. On a identifié plusieurs types dans notre article. Par exemple, il y a ces jeux qui jouent sur la paranoïa collective, comme Avalon. Oui, Avalon ou The Resistance, avec les rôles cachés, tout le monde suspecte tout le monde. Qui est avec moi? Qui va me planter un couteau dans le dos? C'est très tendu. L'ambiance autour de la table change complètement. Et puis, un autre style, c'est les jeux semi-coopératifs. Le groupe doit survivre ensemble, mais chacun a ses petits objectifs secrets. Ah, comme Dead of Winter. Le fameux dilemme, aider le groupe ou penser à sa propre mission. Exactement. Ce tiraillement constant entre le collectif et l'individuel, c'est psychologiquement très fort. On doit coopérer, mais jusqu'à quel point? C'est super intéressant comme mécanique. Et à l'autre bout du spectre, il y a la négociation pure et dure, non? Oui, la diplomatie, parfois très brutale. Diplomatie en est l'exemple parfait. Ah oui, diplomatie. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, hein. Les alliances se font, se défont, parfois en plein milieu d'un tour. C'est très ouvert, très humain, direct. Et puis il y a le bluff pur, genre coup. Coup, où il faut mentir avec un aplomb incroyable. Voilà. Tout est dans le regard, dans la capacité à bluffer et à déceler le bluff adverse. C'est une guerre psychologique. Et ce qu'on soulignait dans notre article, c'est que toutes ces trahisons, au fond, ça crée des histoires mémorables. C'est un moteur narratif hyper puissant. On oublie le score, mais on se souvient de la trahison. Tu m'avais juré de ne pas m'attaquer. Des années après, on en rigole encore. C'est tellement vrai. Mais attention, pour que ça reste drôle, il faut des garde-fous. C'est le fameux contrat social dont on parlait. Essentiel, oui. Déjà, être clair sur le type de jeu. Si on joue à diplomatie, on sait à quoi s'attendre. Ensuite, hyper important, on attaque le joueur, pas la personne. La critique reste dans le jeu. Tout à fait. Pas d'attaque personnelle. Et savoir aussi reconnaître un beau coup, même si on en est la victime. Bien joué, même si ça fait mal. Oui, célébrer la dramaturgie. Et surtout, le débrief après la partie. On décompresse, on refait le match, on rit ensemble. Et on redevient amis. C'est crucial pour désamorcer toute tension résiduelle. Exactement. Et ça nous amène au paradoxe final qu'on a exploré. Toute cette capacité à se trahir pour le jeu, eh bien, ça repose sur une confiance et une amitié bien réelles en dehors du jeu. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est parce que les liens sont solides qu'on peut se permettre cette sociopathie de salon temporaire. Le cercle magique protège l'amitié qui est à l'extérieur. C'est une très belle façon de voir les choses, ça. On se permet d'être méchant parce qu'on sait que l'autre sait que ce n'est qu'un jeu. Précisément, la confiance est la fondation. Bon, et pour finir, une petite question pour réfléchir. Est-ce que notre façon de jouer, notre rapport à la trahison dans le jeu, révèle quelque chose sur nous ou sur notre groupe d'amis, même en dehors de ce cercle magique? Bonne question. Peut-être pas une réponse directe, mais ça peut offrir des pistes de réflexion intéressantes sur notre personnalité ou la dynamique du groupe. Une exploration qui continue en quelque sorte, même une fois la boîte de jeu rangée. Exactement. Le jeu comme miroir, peut-être. À méditer. Merci pour cette discussion. Merci à toi.